Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis trop content de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode du dimanche. Et aujourd'hui, je sors l'emoji livre puisque on fait une petite revue de lecture comme chaque mois, hein. Je te rappelle, tous les mois, il y a au moins une revue de lecture. Il y a également un Rien qu'entre nous qui t'explique les coulisses du podcast. Et puis après, il y a deux autres épisodes, hein, puisque c'est généralement 4 dimanches. Et les deux autres épisodes, eh bien, ça peut varier, mais c'est souvent pour approfondir des sujets Invest, Business et Réussite. En tout cas, aujourd'hui, c'est le livre. Alors ce bouquin, ça faisait un moment que je voulais en faire une revue de lecture pour tout te dire. Je crois que je l'ai eu en cadeau de Noël, donc ça remonte à quelques mois maintenant. J'ai souvent en fait une liste assez étendue, prête dans mon panier, prête à être validée. Et voilà, ce livre en faisait depuis longtemps partie. Donc je vais te le dévoiler sans trop tarder. Il s'agit de l'ouvrage de Éric Larchevêque, Entreprendre pour être libre. C'est aux des éditions, là, a priori M6, M6 Éditions, que je connaissais pas trop déjà comme maison d'édition. En tous les cas, je crois qu'il est paru dans pas mal de formats, dans pas mal de maisons d'édition, notamment, J'ai lu, je crois. Donc voilà, moi je l'aimais bien celui-là parce qu'il est assez grand, c'est un format que j'apprécie plutôt bien. Il fait, exactement 194 pages avec les annexes et il est plutôt bien aéré, donc il donne envie en tout cas, de le lire, il est plutôt agréable. Tu t'en doutes, j'étais parti sur cet ouvrage parce qu'on est au cœur finalement de l'investissement, du business et de la réussite. Je pense qu'Éric Larchevêque réunit largement les 3 items. C'est une personnalité, maintenant de notoriété, publique, notamment avec son passage, enfin ses nombreux passages dans Qui veut être mon associé? Voilà, entre autres, mais pas que, il a une vie juste époustouflante. C'est vraiment, un homme qui sort, de l'ordinaire, on va dire. Et donc très content, d'ouvrir ce livre puisque, ben, comme tout le monde, je connais Éric de très loin, hein, à travers, les réseaux, la télé et tous les médias. Et donc, bah, j'étais curieux, voilà, d'approfondir un petit peu sur son histoire, sur ce qu'il a fait réellement, et d'apprendre un peu plus sur lui. Donc comment est construit le livre? Eh bien, c'est assez simple, c'est, un livre qui est un peu autobiographique finalement, donc on suit au fur et à mesure l'avancée dans la carrière d'Éric Larchevêque et puis c'est, clairsemé, de petites leçons, de petits points en fait, qu'il tire de ses propres enseignements. Donc c'est assez sympa. Au fil des chapitres, j'ai un peu perdu le fil sur, leçon 1, leçon 2 et cetera, parce que c'est pas, positionné clairement je trouve. Néanmoins, bah, tu en retires, quand même pas mal, de choses intéressantes, en plus de sa propre histoire de vie. Le pitch du livre s'annonce très bien puisque, en fait, l'ouvrage s'adresse à tous ceux et celles, qui partent de rien, donc ça fait très écho à notre podcast, mais aussi donc aux entrepreneurs, expérimentés qui sont curieux, en fait, de redécouvrir, d'avoir un autre regard. Donc finalement, ça s'adresse à un nombre de lecteurs et lectrices assez large. Première sensation avant d'ouvrir le bouquin, sincèrement, j'aime bien le format que j'ai choisi, il est plutôt aéré, ça m'a l'air très structuré, donc je pense que ça va être très cool à lire. Très content, encore une fois, de redécouvrir, enfin de découvrir tout court, Éric Larchevêque et sa folle aventure entrepreneuriale. Juste petite appréhension sur le fait que, bah, comme tout bouquin, c'est aussi fait pour vendre et donc j'espère que ça ne sera pas juste un ramassis, de mindset bullshit comme on peut en voir parfois. Parce que le fait qu'il soit très aéré aussi, ça peut, valoir dire qu'il est, plutôt, simple dans les grandes lignes. Donc j'espère que ce n'est qu'une sensation et que Éric va nous délivrer full valeur. On va vérifier ça. Let's go! Alors ça commence plutôt très bien sur le premier chapitre puisqu'en fait, Éric nous raconte son enfance et son rapport avec ses parents, mais de manière, je trouve, très équilibrée et très, humble, très lucide. Finalement, voilà, il dit lui-même que, il n'a pas commencé, dans une richesse abondante, néanmoins qu'il ne manquait de rien. Donc il ne s'invente pas une vie, Cosette, voilà, à se chauffer au charbon. En tous les cas, j'ai particulièrement apprécié son regard et dans sa relation avec ses parents, voilà, qui est à la fois, heu, pas dur, mais voilà, qui dit la vérité sur ses parents, sur le fait qu'à certains moments, ils l'ont pas aidé et qui en même temps, tu le vois, est quand même plein de compassion et donc voilà, c'est pas encore une fois, manichéen où, il va, descendre ses parents comme quoi il a été, mis en défaut par ses parents ou à l'inverse, qui doit tout ses parents. Non, le regard franchement, très intéressant, très chouette. Il plante bien le décor. D'ailleurs, dans ce premier chapitre, il délivre une première leçon qui est, selon lui, d'arrêter de s'entêter, apprenons à écouter. Donc peut-être faire, preuve vraiment d'empathie et une réelle écoute, si j'ose dire. Et puis, ça ne sert à rien, en fait, de courir, à travers, après sa vie. Il faut, la vivre et donc être
dans l'action. Moi, je suis assez d'accord avec lui. J'ai plein d'exemples à donner où, en fait, on est toujours à dire: «Et demain, ça sera mieux et ceci et cela» et attendre après les choses. Mais il est essentiel pour moi et je le fais de plus en plus d'être connecté à l'instant présent et d'être finalement reconnaissant de ce qu'on vit, de ce qu'on kiffe parce que justement, on ne sait pas de quoi ça sera fait demain et ça sera peut-être pas mieux justement. Deuxième sujet, il attaque vraiment en fait, l'essence même de ce qu'est l'entrepreneuriat. Ça tombe bien, c'est le titre du bouquin en même temps. En fait, il te dit vraiment que tu peux pas devenir, entrepreneur par défaut parce que tu as pas trouvé autre chose, mais que tu le fais vraiment par conviction. En fait, c'est tellement, dur et c'est tellement le bazar, d'être entrepreneur que, il va forcément falloir porter des choses et te transcender pour, réussir. Mais par contre, c'est un message hyper positif, qui nous dit que effectivement, bah, tout ce mal, toute cette difficulté vont s'estomper à partir du moment où tu vas, commencer à flirter, voire à toucher, la réussite et avoir de beaux succès, notamment, commerciaux et financiers. Et dès le début, donc je crois que c'est la page 44, donc sur les 200 pages, tu vois, dès le début, mais les 2 pieds dans le plat, en te disant et en précisant: «Attention, une idée, tu peux avoir la meilleure du monde, elle ne vaut rien» et c'est vrai que c'est, un conseil que j'entends énormément dans des entrepreneurs que je croise. J'en ai encore parlé, hier avec une personne en interview et notamment de ceux qui plantent, leur boîte avec du recul, c'est ce qu'ils te disent. En fait, l'idée, elle ne vaut rien, ce qui, vaut quelque chose, c'est comment la mettre, à exécution, comment actionner, comment être dans le côté pragmatique et l'application. Et donc en fait, bah, tu peux avoir la meilleure idée du monde. Si derrière tu ne vas pas la challenger, au point que les gens sont prêts à mettre la carte bleue au TPE de manière très véridique et de payer pour ce que tu proposes, eh bien, bah, en fait, c'est qu'une idée, ça n'a aucune valeur, en tout cas commerciale au sens de l'entreprise. Et donc, bah, c'est important de challenger très rapidement ton idée auprès de proches, auprès peut-être de salons, de conférences, de réseaux, que sais-je. Mais en tous les cas, il faut le faire pour que ça prenne de la valeur. Moi, ça me permet de faire un gros parallèle aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas se lancer, dans une entreprise, en tout cas dans une aventure entrepreneuriale, parce qu'en fait, ils considèrent que finalement, il y a déjà des concurrents qui font à peu près la même chose, voire totalement la même chose. Sauf qu'en fait, on se rend compte que, bah, même quand il y a déjà des gens en place sur le marché, il y a toujours des nouveaux entrants qui arrivent à prendre des parts de marché et donc en fait, bah, encore une fois, on parle d'exécution. L'idée reste la même fondamentalement, mais après la manière dont tu vas l'appliquer, dont tu vas te faire ton image de marque, tu vas servir tes clients, tu vas gérer tes équipes, en fait, elle sera, sûrement très différente. En tout cas, tu as cette possibilité qu'elle le soit en mettant ta propre patte. Donc ne sois pas découragé par ça, au même titre que si toi tu as une super idée, que tu te lances et qu'il arrive d'autres personnes sur le marché, eh bien tu auras des, avantages concurrentiels à faire valoir. Donc vraiment bats-toi quand c'est ton bébé. Tu as, sûrement des arguments pour, montrer que tu es différent et que c'est toi qu'il faut venir voir. Alors ne t'étonne pas, je vais tout te délivrer un peu en mode popcorn. Le but, c'est pas de relire tout le bouquin et t'expliquer tout dans le détail. Le but, c'est de remonter les passages que moi j'ai pu, apprécier ou qui m'ont interpellé. Et donc dans le suivant, c'est en fait, c'est la première réussite, qu'a eu, Éric Larchevêque, avec son entreprise, celle qui se nommait donc SPPI. Si j'ai bien compris, c'était en fait, une espèce de catalogue, sur internet par contre, vraiment dédié, internet et je crois peut-être même avant un petit peu magazine, qui ressemble à quelque chose comme, un peu du téléphone rose grosso modo. Mais voilà, a priori c'est sa première re success story et moi j'ai rapidement fait, le parallèle avec, Xavier Niel parce que si je dis pas de bêtises, il a une histoire un peu similaire, là-dessus. Heu, il y a du storytelling de toute manière dans ce qu'il raconte, je pense. C'est normal, c'est un bouquin, faut aussi le romancer et vendre du rêve. Mais dans plusieurs cas, j'ai justement eu du mal à prêcher, à trouver le vrai du faux en fait, à me dire: «OK, est-ce que c'est du storytelling? Est-ce que finalement, ce qu'ils disent c'est vrai?» Alors je pense qu'on peut recroiser des infos, prendre le temps pour vérifier. Néanmoins, il y a aussi des cas où je me dis: «Putain, c'est, hyper border la manière dont il a réussi». Et je te prends un exemple très concret où il parle en fait, à un moment je crois de son service militaire. Alors à l'époque service, militaire, obligatoire pendant une assez longue période, donc à peu près 1 an si je me souviens bien. Et donc en fait il a, un stage à faire, et un rendu à faire, une espèce de logiciel ou quelque chose de ce goût-là, qu'il doit rendre à son supérieur et en fait dès le début, il décide de ne pas travailler là-dessus, et travailler sur son propre projet tous les jours, mais vraiment se consacrer à ça. Donc déjà moi je me dis: «Moi j'oserais jamais, lors d'un stage en entreprise où
ou lors de comme ça d'un service me permettent en fait de faire autre chose. Donc comme quoi, bah, je sais encore une fois, il y a le débat est ouvert. Je ne sais pas s'il a eu raison ou il a eu tort, mais en tout cas, il l'a fait. Moi, ce n'est pas, forcément aligné avec mes valeurs et ce que j'ai trouvé le plus fou, en fait, c'est qu'il a dit que, bah, à la fin, en plus service militaire, il se retrouve, devant, un lieutenant, un colonel, je ne sais pas, quel grade et en tous les cas, bah, à la fin d'1 an, il doit délivrer un truc, quoi. Et donc en fait, il se retrouve, il a rien à délivrer puisqu'il était pas trop contrôlé, donc il a pu faire ce qu'il voulait, il a bossé à fond sur sa boîte, mais il y a pas de rendu. Et donc bah, a priori, il s'est, introduit dans les lieux, la nuit et il a fait en sorte de cramer en fait, son ordinateur. Donc en plus, perte sèche, bon voilà, ça c'est une autre histoire. En tous les cas, il a feinté le fait il était arrivé à un accident et qu'il n'avait pas fait de sauvegarde. Et donc forcément, il se fait démonter quand il est arrivé, à l'oral de restitution et cetera. Mais bah, il s'en est quand même bien sorti. Donc voilà, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas comment ça s'est passé réellement, hein, je récapitule ce qui était dans le livre. Mais moi, je trouve que déjà, première approche hyper, border, de se dire: «Je fous rien pendant 1 an pour me consacrer à mon truc». Et puis en plus de ça, bah, je vais jusqu'à, flinguer et à nuire au service, à du matériel et cetera, pour m'en sortir. Bon, voilà. Déjà, 1re histoire que je trouve pas très glorieuse à mon avis. Encore une fois, c'est par rapport à mes propres valeurs, pas de jugement par rapport à ça, mais moi je trouve pas ça ouf. Quelques pages plus loin, une nouvelle, petite leçon finalement, c'est le fait de se faire, piquer votre idée. On a déjà parlé un petit peu plus en amont, mais moi je trouve ça, extrêmement intéressant de dire en fait, il faut pitcher, challenger, tester, améliorer, meilleure en sera finalement, la solution, finale que vous proposerez, avec, votre entreprise. Et finalement, il faut être en mode, à l'épreuve des balles, bulletproof comme il le dit. Il faut partager vos idées qui n'ont, à la base aucune valeur et par contre, il faut faire très attention d'être avare sur, vos secrets d'exécution et sur, la façon dont vous allez en fait déployer, l'idée après, puisque là par contre ça peut être copiable, duplicable et vous nuire. Petit tips aussi que Eric nous glisse, c'est il ne faut pas entreprendre avec comme première intention de devenir riche. Alors, je comprends, parce qu'effectivement, bah, si on veut tout de suite, gagner des millions, bah, il y a quand même beaucoup d'étapes et beaucoup d'échecs et beaucoup de choses qui doivent se passer avant, pas de souci. Et à la fois, je peux trouver, un peu contradictoire par rapport à ce qu'il annonce dans son livre, parce qu'il a quand même été toute son histoire, très pognon je trouve. Voilà, il a tout souvent placé l'argent, avant d'autres choses. Donc voilà, je pense qu'il faut nuancer aussi, ce propos-là. Moi, je pense qu'en fait, on crée une boîte, oui, on n'a pas envie de devenir riche dès le début, à gagner des millions, mais on fait quand même dans l'intention de gagner de l'argent et à un moment, la plupart de nous ne pouvons pas être altruistes, en fait et juste, on n'est pas une association. On a quand même besoin de mettre, par nos maigres moyens, bah, de la nourriture, dans nos assiettes et donc, bah, à un moment, tu es aussi rattrapé par la patrouille. Il faut trouver, du cash. Donc, voilà, je la sors comme punchline, mais, je trouve qu'elle peut ouvrir à un débat. En revanche, il y a une idée, d'Éric avec laquelle je suis 300 aligné. C'est en fait, il faut savoir, pour savoir diriger, pardon, il faut savoir s'entourer. Et effectivement, bah, je le constate tous les jours. Je le constatais déjà dans mon ancienne carrière en tant que salarié, mais, d'autant plus maintenant en tant qu'entrepreneur. Tout simplement, bah, pour aussi lutter contre la solitude. En fait, quand dans tes actions, de ce que tu fais, dans ton entreprise, tu es très, très seul. En fait, même si tu as une famille, peut-être qui est un peu plus, dans le business, dans l'entrepreneuriat, c'est quand même assez dur de comprendre, toi, ce que tu vises, ce que tu as envie d'entreprendre et cetera. Tu es seul, à bord au départ et donc bah, il est important d'aller chercher, des groupes de travail, des communautés, de prendre soin, de soi aussi en faisant du sport, de pourquoi pas, si tu as les moyens, au départ, ou peut-être un peu plus par la suite, mais de t'entourer de coachs qui ont un vrai regard professionnel sur chaque item que tu as envie, de challenger et puis, pourquoi pas s'associer pour ne plus être seul. En tous les cas, c'est hyper, important de te faire accompagner, de faire partie d'un écosystème et moi, je le vois actuellement puisque en fait, bah, ça a plein de vertus. On en parle souvent, dans cette émission, mais bah, le fait de mieux gérer tes downs, tes ups, de partager, tes galères, entre camarades et puis voilà, d'avoir des idées, d'avoir des entraides, c'est hyper vertueux donc fais-le dès le départ et moi, en tout cas, je continue à le pratiquer encore énormément puisque c'est vraiment vertueux. D'ailleurs, il te conseille, un truc qui m'a particulièrement touché. Il te dit: «Trouve en fait l'ami idéal, celui qui ne cessera de vous pousser à vous surpasser, celui qui sera tout le temps là dans les moments difficiles». Alors moi, j'ai plein d'amis, mais forcément celui que j'ai envie de citer, c'est Ben. Je sais qu'il m'écoute, il écoute tous mes épisodes, il me soutient tout le temps et il a été là dans les moments forts, il sera toujours là dans les moments difficiles. Donc merci à lui, d'être présent et petit coucou.
Puis vient assez rapidement en fait l'histoire folle de Prixing, une boîte qu'il avait, fondée donc pour aller, très vite dans le détail, même en caricaturant un petit peu, grosso modo, c'était, la première application où tu pouvais, scanner en fait les produits, en magasin pour avoir des prix, des informations et cetera. Donc le business model, si j'ai bien capté, était beaucoup sur, plutôt en fait les annonceurs qui venaient rajouter des pubs dessus et donc voilà, il a eu plusieurs étapes avec Prixing. En tous les cas, à un moment, ils ont levé, des fonds, donc 1,5 million d'euros, qu'il était cherché, à la dure, on va dire et puis finalement, il s'est vite rendu compte qu'il piétinait, en fait, que c'était un business model qui était pas scalable, que voilà, que ça allait rapidement, stagner, si j'ose dire et donc malgré, le fait qu'il y ait plein d'actionnaires et cetera, il décide rapidement de se dire, en fait, la boîte, on va la brader pour complètement repenser, le business model et repartir sur quelque chose, de neuf pour accélérer et partir encore, plus loin et plus haut et en fait, avec les différents calculs qu'ils font, ils estiment, qu'ils vont finalement brader la boîte à 150 000 €, voilà, avec les différents actifs, qui sont en cours et cetera. Mais en fait, histoire assez folle finalement, puisqu'en fait, sur un coup de tête, en fait, se retrouver sur une table ronde où, il présente le pitch. Il est prêt, en fait, à argumenter pour, vendre la boîte à 150 000 € et à un moment, clé, dans l'échange, il y a un des associés, qui parle, en fait, de sa boîte en vantant les mérites et qui lâche une petite punchline du style, «Maintenant, il est sûr qu'on doit investir, en fait, dans Pricing. Par contre, la seule question, c'est, à quel prix vous allez bien vouloir, nous la lâcher?» en interpellant, Eric et donc Eric, en une fraction de seconde, là, pour le coup, il a une vraie malice. Il a tenté un peu coup de poker en disant: «Eh bien, écoutez, si vous acceptez, de l'acheter 1 million là, tout de suite en cash, elle est à vous» et donc il repart avec une poignée de main. Donc là où il aurait pu vendre, il était prêt à vendre sa boîte 150 000, validé, en quelques fractions de seconde à 1 million. Comme quoi, l'audace fait vraiment partie de l'entrepreneuriat et des fois, il ne faut pas hésiter à tenter des choses parce que, bah, il peut avoir ce nouvelle à apporter. Alors tu as compris, c'est un petit peu décousu parce que déjà je te raconte pas tous les passages, mais aussi parce qu'Éric dans son livre, eh bah, il est aussi un petit peu entre moments autobiographiques et puis, leçons de vie qu'il a envie, de lui mettre en valeur par rapport à ce qu'il a vécu et il y a un paragraphe que je trouvais très cool de sa part qui est en fait où il souligne l'importance, d'avoir son camp de base, notamment familial et quelqu'un qui va vous comprendre et il salue, grandement, sa femme, puisqu'en fait, lui, il était à fond, dans l'entrepreneuriat. Il faisait beaucoup de choses, ce qui fait qu'il n'a pas pu, élever forcément comme il, aurait dû ou en tout cas comme il aurait souhaité, ses enfants. Ils ont fait ce choix, de couple. Après encore une fois, on discute, on ne discute pas. Toujours est-il qu'il a une femme formidable qui a accepté tout ça, qui elle a pris du plaisir, à gérer les enfants et à s'épanouir dans cette vie de foyer finalement et ils ont fait du coup un super, binôme pour que les 2 avancent sur un chemin différent et voilà et Eric a salué ça et je trouvais ça trop bien, de faire un clin d'œil, à sa femme et de la remercier, pour tout ce qu'elle a fait pour lui. On arrive à la partie du livre où, Eric nous dit qu'il découvre Bitcoin, donc c'est en 2013. Sincèrement, je crois que c'est à partir de ce moment-là où j'ai, beaucoup plus kiffé le livre. Peut-être que la partie d'avant, je l'ai moins comprise en fait dans les points qui reliaient en fait un passage à un autre et puis peut-être aussi que c'est une ère qui était, un peu plus ancienne, donc que je connaissais moins, dans les technologies, dans les business, donc j'ai pu peut-être moi dans mon état d'esprit, dans mon esprit, moins facilement relier à des choses que je connaissais et à l'inverse Bitcoin, bah, je m'y intéresse et je l'étudie depuis un petit peu de temps, donc peut-être que ça m'a plus parlé. Je ne sais pas si c'est ça qui a joué. En tous les cas, voilà, Eric nous dit qu'il l'a découvert et je ne savais pas et donc ça m'a hyper intéressé. En fait, la première fois où il commence à parler, business, pour Bitcoin, c'est en créant la maison du Bitcoin, donc un lieu en fait où, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il crée juste un endroit où les gens peuvent venir, où potentiellement ils perdent, eux, leur temps, en tant qu'entreprise à expliquer pendant 45 minutes et à démocratiser ce qu'est le Bitcoin et la blockchain. Donc assez fou et notamment un des premiers éléments qui vient matérialiser ça, c'est le comptoir du Bitcoin. Donc un peu à l'image des comptoirs de change, je pense, de devises quand tu vas à l'étranger ou, tu veux changer, je sais pas moi, tes euros contre des livres et cetera. Là, tu peux en fait, acheter du bitcoin en direct et repartir avec, quelques poussières de bitcoin comme il dit, ou bien pour les plus connaisseurs, quelques satoshi.
Autre pause mindset où Eric nous dit: «Faites-vous confiance». Assez d'accord avec vous. Alors moi, en toute transparence, j'ai parfois du mal à l'appliquer. Je pense qu'il faut peut-être mettre une humilité de côté et pousser le curseur, encore plus loin. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'il dit qu'il faut si vous n'avez pas une confiance absolue en vos capacités et bien, en fait, ou même en votre instinct ou votre bonne étoile, alors on sera en permanence hanté par ce spectre de doute et de questionnement. Moi, je trouve que c'est bien, de se re-questionner de toute manière, mais il a raison, il ne faut pas que ça soit à l'excès parce que sinon, en fait, après, ça te paralyse encore une fois dans l'action, dans l'exécution et le fait d'avancer et ça peut créer des renoncements. Alors que si tu avais poussé un petit peu plus loin, bah, tu aurais, réussi. En tous les cas, c'est sûr qu'il faut croire, si toi tu n'y crois pas, les autres n'y croiront pas pour toi, donc il faut croire en tes projets. Il faut te donner les moyens et voilà, au bout d'un certain temps, quand il y aura plus rien d'autre possible, que tu auras joué toutes tes cartes, bah, voilà, il sera temps de fermer les rideaux, on va dire, mais je pense qu'il faut croire en soi, se faire confiance et puis y aller, à 4000. Alors truc de malade que j'ai appris dans le livre, que je ne savais pas du tout, vous allez me dire: Mais Romain, tu sors d'où?» Peut-être, mais je ne savais pas, c'est qu'en fait, Éric a des liens étroits avec Nicolas Louvet. Je ne savais pas du tout en fait qu'ils émanaient un petit peu de la même, période, notamment dans l'avènement des cryptomonnaies et donc bah, Nicolas a été quand même, quelqu'un d'assez, décisif, en tout cas qui a aidé à déclencher, des choses, notamment à 2 moments. Là, je le parlais avec un deal, mais il y a eu plusieurs choses qui ont été débloquées par Nicolas. Ils ont fait pas mal de choses ensemble, notamment ils ont été prêcher la bonne parole, pour Ledger, à l'étranger ensemble. Donc je ne savais pas tout ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Nicolas Louvet, qui est, en ce moment, président de Conhouse. Voilà, je ne savais pas qu'ils avaient fait des choses ensemble et je ne savais pas non plus qu'Éric avait été, également dans la direction de Conhouse. Donc voilà, en fait, ils se sont connus assez tôt, ils ont fait plein de choses ensemble. A priori, un bout de Conhouse aussi également ensemble. Je ne sais pas après, j'ai pas assez, creusé le détail de qui faisait quoi et comment, quels sont leurs rapports aujourd'hui, mais hyper intéressant. Petite, aparté encore, cette fois-ci un peu plus managériale, on va dire, Eric qui nous parle dans ce chapitre du leadership style ou, appelé aussi clear contracting. Je ne connaissais pas du tout, ce principe-là, alors que j'ai fait quand même pas mal de management dans ma vie. Donc, voilà, comme quoi on en apprend tous les jours. Merci Eric. En tous les cas, en fait, ce principe, c'est de dire clairement, à ton équipe, donc finalement tu écris quelques pages sur, ce que tu as envie, de faire, comment tu veux qu'on s'adresse à toi, ce que tu n'as pas envie, ce que tu ne seras pas et cetera et donc bah, tu dresses un portrait de tout ça. Donc c'est assez intéressant, je trouve, dans l'esprit, communication. Ça permet en fait de, bah, les équipes qui t'entourent de savoir à quoi s'attendre en fait si, ta façon de travailler et en fait de pas s'étonner, de certaines choses du style, bah, si tu t'emmerdes pas à dire, bonjour ou, au revoir, bonne journée dans les mails parce que toi tu veux être efficient et aller, droit au but. Eric il explique par exemple, ne me dit pas, «Est-ce que je peux te poser une question?» C'est une perte de temps dans sa phrase et donc pose ta question directement. Voilà, c'est assez intéressant. Donc Eric d'ailleurs montre, son exemple lui de leadership style, donc c'est assez intéressant également de dire: «Bah, voilà, moi je suis disponible de 7 heures à minuit. Tu peux me joindre efficacement sur tel ou tel canal. En revanche, moi je respecte, tes heures de coupure et d'intimité, donc je t'enverrai peut-être un mail à 2 heures, mais en fait en aucun cas tu es obligé d'y répondre, donc ni de le lire et cetera». Donc intéressant, je trouve que c'est, super apprenant la manière dont il manage. Moi, je suis toujours un petit peu, mitigé par rapport à ça parce que je pense beaucoup aux méthodes, un peu Elon Musk, très cash. Donc oui, tu es très dans l'entrepreneuriat, très dans start-up efficiente, mais je reste persuadé qu'il y a quand même, de l'humain derrière et quand il dit qu'en fait: «Me raconte pas la pluie et le beau temps, me raconte pas ta vie, je m'en tape, va à l'essentiel». Je peux comprendre le principe, mais moi, je suis pas du tout aligné avec ces valeurs-là. Je trouve que c'est hyper important de bien connaître, en fait, tes collaborateurs, de savoir combien d'enfants ils ont, s'ils vont bien, parce que ça va impacter, en fait, des moments de leur vie au travail et donc bah, de bien les manager, c'est bien les connaître et donc passer du temps quali avec eux. Au même titre que, quand il te dit, je serai très peu de temps, en fait, à vos soirées, à vos apéros d'entreprise». Pareil, je peux comprendre parce qu'il y a beaucoup de soirées d'entreprise qui sont reloues. Néanmoins, je pense que c'est, bien, d'y participer pour faire, de la cohésion, pour aider à plein de choses. En fait, tu es le marqueur de l'entreprise. C'est, mon appréciation, donc hésite pas à mettre en commentaire, ce que tu en penses, mais en tout cas, je pense que c'est un débat qui est forcément clivant. Donc je te passe volontairement parce que c'est la plus connue, mais toute l'histoire de Ledger où en fait, bah, au début,
et la maison du Bitcoin, il y a ceci. Il rencontre en fait, 2 autres personnes, voilà, ça met un peu de temps à apprendre, mais assez rapidement, il rencontre 2 autres personnes, qui lui apportent en fait les pièces manquantes du puzzle pour, avoir cette idée de hardware, wallet. En fait, il se rend compte que par rapport, aux fluctuations du cours du Bitcoin, les entreprises vont sur différents sujets, et plus que Bitcoin, en fait, c'est souvent la blockchain qui intéresse, les gros poissons, de la finance. Et lui, en fait, il est persuadé, et il a cette conviction que de toute façon, en fait, la blockchain, elle vaut rien sans Bitcoin. C'est les 2 associés qui ont une valeur. Donc ouais, il accepte pas mal de choses, pas mal de deals pour avancer, notamment dans des levées de fonds extraordinaires. Mais il sait très bien au fond de lui que en fait, son hardware wallet qu'il veut exploiter, et l'avenir lui donnera raison puisqu'en fait, malgré les aléas de production et cetera, eh bien, c'est ce qui explose. Et donc bah, il est obligé au fur et à mesure de se séparer, des grosses instances qui elles, bah, ne veulent pas entendre parler de ça, veulent rester sur cette technologie blockchain pardon, ne veulent pas s'associer, à cette stratégie de, hardware wallet. Et donc arrive notamment une période un peu difficile où, il va falloir en fait, ils ont accéléré très, très vite pour, notamment dans les recrutements des équipes, pour nourrir la croissance et cetera. Sauf que tu le sais très bien, en fait, Bitcoin quand il fluctue, bah, quand c'est en des phases, on va dire plus down, forcément les gens ont moins envie de parler de Bitcoin, de s'équiper pour Bitcoin, et donc d'acheter, de Ledger, Nano et cetera. Et donc, bah, à un moment, ils doivent se dire qu'il y a des économies à faire, qu'il y a des stratégies à revoir, et donc ils vont avoir des mauvaises, nouvelles à annoncer à leurs équipes en, bah, se séparant de personnes très compétentes à contre-cœur, mais voilà, ils avaient un choix à faire. Et donc par conséquent aussi, en effet miroir, ils sont 2 dirigeants avec Pascal, et donc il y en a un des 2 qui va devoir partir parce que la boîte ne peut pas se permettre de payer 2 dirigeants. Et donc, bah, comme bon entrepreneur qu'il est, Pascal, lui dit que c'est, Pascal lui qui va rester, mais lui répond que non, c'est lui. Donc un petit peu peut-être combat de coq, et voilà, ça a été un moment les plus durs de sa vie, ce qu'il nous raconte, puisque c'est son bébé, il s'est tué, sang et sueur à la tâche pour, cette boîte. Et il se voit pas partir, de la boîte. Et en fait, bah, il se rend compte qu'il y a plusieurs éléments qui viennent à lui. Bon, déjà l'envie que Pascal lui dise: «C'est moi qui reste». Après, quand il se confronte au board et aux associés, il y a plein de trucs qui lui sont, à juste titre ou non, reprochés. Et en tout cas, il y a une phrase qui l'a beaucoup marqué, c'est qu'à un moment on lui dit: «On a perdu confiance en toi», et ça l'a fait pas mal souffrir a priori. Et donc voilà, en plus il est très fatigué, il est à la limite du burn-out, il s'est donné, à 3000 toutes ces années. Donc beaucoup d'éléments qui lui font prendre, je trouve, un pas de côté, très, mature et très intelligent. Et donc du coup, il rappelle Pascal en disant: «OK, c'est toi qui vas gérer le truc», et lui, il a réussi à se libérer de tout ça. Mais en tout cas, chapeau à lui parce qu'effectivement, de dire en fait ça sert à rien d'aller, en guerre parce que oui, je vais peut-être sortir victorieux, mais à quel prix? À quel prix financier? À quel prix pour ma santé et cetera? À quel prix pour mes équipes? D'avoir pris ce pas de recul et de pouvoir sortir, de la manière un peu qu'il veut, et un peu plus victorieux, je trouve ça, très fort de sa part, donc chapeau Eric. Et donc sur les derniers chapitres, il nous parle forcément de son aventure, de qui veut être mon associé, encore très fou. En fait, c'est l'histoire de sa vie, hein, qui a été faite de plein de fruits du hasard, de chance, de choses qui se sont, produites. Alors je dis chance, hein, moi j'aime pas trop parce que forcément il a été provoqué, il a fait son réseau, il a fait plein de choses qui ont, créé aussi des opportunités bien sûr. Mais voilà, souvent, ce qui t'explique, c'est que ça ne tient pas à grand chose, et sûrement ce petit grand chose, on va dire 99 il se produit pas, mais les 1 quand ça se produit, c'est juste formidable. Et donc là, en l'occurrence, il y a donc l'émission pardon, Shark Tank qui cartonne en fait, à l'étranger, qui est souvent démultipliée dans plein de pays. Ça traîne un petit peu en France, voilà, c'est dans les cartons. Finalement, M6, qui est dirigé par un vrai entrepreneur, a envie, de le faire, et donc cherche, bah, un casting, d'entrepreneurs pour, mener à bien l'émission. Et donc ils vont d'abord se baser sur, les fortunes Forbes, hein, donc le classement, ils prennent des têtes d'affiche. Ils ont notamment besoin de gens, bah, qui ont des sous pour investir réellement dans les gens qui vont recevoir dans l'émission, et que ça soit pas, du pipeau. Et en plus de ça, bah, qu'il y ait quand même une notoriété qui parle en fait au grand public, avec en plus,
un statut et des entreprises qui parlent. Et donc, pour une raison que je ne me rappelle plus d'ailleurs, mais ils vont dans les bureaux de Ledger, bon, bah, sûrement parce que Licorne, et cetera, Fortune. Ils vont voir Pascal, le dirigeant, qui lui est très très orienté tech, et donc ça lui parle pas du tout. Donc il dit non, bah, moi ça m'intéresse pas. Et en fait, dans la discussion, Pascal parle d'Éric Larchevêque, et en fait, les deux personnes qui étaient venues de M6 pour le casting, dans une des deux dit: «Bah, moi je le connais, Éric, puisqu'il était joueur de poker». Et voilà, Éric a fait pas mal de tournois de poker. Et en fait, le grand truc, c'est que au même moment où il dit ça, Éric passe en fait en face de la baie vitrée du bureau de Pascal, et donc Pascal le salue, l'appelle, Éric vient, et voilà, il s'ensuit l'échange avec la production d'M6. Et donc encore une fois, assez fou parce qu'il a su aller au bout, puisque bah, lui, il est très tech. Ce qu'il a à vendre comme histoire, et en tout cas comme entreprise, ça parle pas forcément au grand public. Et donc il va plutôt être mis au début sur un siège éjectable avec différents échanges oraux avec les dirigeants, à faire des tests, et cetera. Et donc de siège éjectable, il va passer tout doucement finalement à remplaçant. Et au début, il est pas en fait dans le carré final. Et bah, il a de la chance qu'il y a des personnes qui tombent malades parce qu'ils ont mangé une connerie la veille, ou parce qu'ils ont un empêchement. Et donc tout doucement, en fait, il prend des heures d'audience, d'émission. Et en fait, petit à petit, eh bien, il va réussir à faire son trou, comme on dit. Le Covid passe, donc l'émission est un peu à l'arrêt. A priori, entre deux, la prod est rachetée par Arthur, qui a envie de dynamiser la chose. Et on lui propose pour la saison 2, apparemment, une place de titulaire. Voilà, qui va au fur et à mesure construire l'émission, et lui asseoir sa légitimité, sans faire de jeu de mots, du coup il aura un fauteuil pour lui. Et voilà, et s'ensuit la bonne aventure, en sachant qu'a priori il a fait une autre émission derrière, et qu'il a pu bah, réaliser plein de belles choses autour de la télé, et je pense encore plein de belles à venir. Voilà, pour finir l'épisode, quelques petits trucs en popcorn. Alors sache que Eric, il a écrit un autre livre qui s'appelle La stratégie Bitcoin. Je ne l'ai pas encore lu, elle est disponible dans pas mal de maisons d'édition également. Ça peut être carrément intéressant pour compléter l'épisode d'aller lire le bouquin. Si toi tu l'as lu, n'hésite pas à me faire un retour franc et transparent de savoir ce que ça vaut. Également, donc à la fin de sa carrière, que dis-je, Eric a eu cette envie de ralentir un peu, ce qu'il appelle sa slow retraite finalement. Et donc il a créé un domaine L'Archevêque, dans lequel au début, bah, lui c'était plus le fait de se rapprocher de la nature, d'aller couper du bois, et voilà, de reprendre du temps pour lui, notamment après les problèmes de santé qu'il a eu. Et finalement, il a eu la folle envie et bien d'en faire un lieu d'accueil pour les différents entrepreneurs et entrepreneuses, et puis voilà, potentiellement d'en faire des formations, et cetera. Donc je trouve que c'était hyper intéressant le projet, et que souvent, comme ce qui peut se passer à la fin d'une carrière je dis pas que c'est la fin d'Éric Larchevêque, mais en tout cas, il a vu déjà beaucoup de choses, et il a pas de recul à se dire: «Voilà, moi maintenant, j'ai peut-être moins envie d'entreprendre, de foncer dedans et de me tuer à la tâche, et par contre, j'ai envie de transmettre tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris». Et donc je trouve ça très, très cool de faire cet effort-là, parce qu'il pourrait aussi très bien, avec l'argent qu'il a gagné, prendre une retraite très paisible et ne pas s'embêter avec tout ça. Mais voilà, encore cette envie d'être actif, d'apporter, de construire des choses, notamment, avec les localités, dans lesquelles il vit, Vierzon, si je dis pas de bêtises. Donc c'est top. Encore une fois, bravo Eric pour tout ça, et d'aller au bout de ses actions. En conclusion, je suis hyper content d'avoir lu le livre. Franchement, je te le mets, celui qui regarde en vidéo, je l'avais mis à l'envers, donc je le remets bien droit. En tout cas, très content d'avoir lu. Finalement, mes impressions ont été confortées au tout début, et les doutes que je pouvais avoir ont quand même été globalement estompés. C'est un livre qui est très intéressant, qui se lit bien. Je voulais connaître un peu plus Eric et son histoire, c'est chose faite. Il a donné quand même des enseignements, d'une part que je conforte, dans lequel j'étais d'accord avec lui, et d'autre part des choses que j'ai apprises que je ne connaissais pas, comme le leadership style. Et puis après, bah, c'est normal en fait, on peut pas être d'accord pour tout. Il a une personnalité très marquée, et heureusement, c'est pour ça qu'il est reconnu aujourd'hui. Et donc voilà, il y a des choses sur lesquelles je suis pas forcément aligné, mais c'est aussi peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui il est là où il est, et que je suis là où je suis. Bravo Eric, franchement c'est trop bien. Pourquoi pas creuser ça avec son autre ouvrage, avec sa formation, voire même, bah, Eric, si tu tombes sur l'épisode, peut-être faire une interview justement pour confronter les avis, et puis creuser sur des choses que j'ai peut-être mal comprises, mal appréhendées. Peut-être que voilà, un livre, c'est hyper dur de résumer toute une idée, toute une vie dans un bouquin. Forcément, si on revient sur des points de détail, bah, il nuancera beaucoup mieux, et il me donnera ses arguments. Merci beaucoup à toi si tu es resté jusqu'au bout de l'épisode.
Ça fait vraiment plaisir, la chaîne elle explose, vous êtes de plus en plus nombreux, à venir écouter et à interagir avec moi, notamment sur LinkedIn. Donc n'hésite pas, si tu regardes sur YouTube, à mettre le petit pouce. Sur les plateformes audio, mets-moi s'il te plaît la note de 5 étoiles et un commentaire. Déjà, ça me fait super plaisir d'interagir avec, vous, dans la nuance, dans le propos et puis également, c'est ce qui m'aide à remonter dans les référencements. Donc si tu veux me soutenir, c'est le meilleur moyen, de le faire. Un grand merci et je te dis à la prochaine pour un super épisode. Ciao, ciao.